Bonjour à tous, bienvenue dans Mobility Book. Vous le savez, c'est votre rendez-vous littéraire sur la mobilité. Et aujourd'hui, on va parler de véhicules autonomes et plus particulièrement de responsabilité avec Yolande Vingiano-Viricel. Bonjour Yolande. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes docteur en droit. Vous travaillez et intervenez sur tous les plans réglementation et législatifs autour des responsabilités en cas d'accident de la circulation lié, entre autres, au développement des véhicules autonomes. Alors justement, vous venez nous présenter votre petit bébé, véhicule autonome qui est responsable, impact de la délégation de conduite sur les régimes des responsabilités chez LexisNexis. Alors, quel était exactement votre objectif lorsque vous avez écrit ce livre? En fait, l'objectif, c'était de faire un état de l'art des régimes juridiques existants Oui, pour vérifier s'ils étaient applicables au déploiement des véhicules autonomes. En d'autres termes, c'était de voir si, avec les règles qui existent aujourd'hui, ouais. on était capable de déterminer qui était responsable pour l'indemnisation des victimes et pour la sanction pénale. C'est-à-dire de savoir si les règles qu'on applique actuellement sur des véhicules qui ne sont pas autonomes, puisque c'est nous qui les conduisons, vont être applicables au fur et à mesure de la progression technologique des véhicules qui ne sont pas encore totalement autonomes, mais qui, au fur et à mesure, le deviendront. C'est ça. Quand j'ai commencé mon travail auprès de VDCOM, on m'a tout de suite posé la question de savoir s'il fallait inventer un nouveau régime juridique. Donc avant d'inventer un nouveau cadre légal, je me suis posé la question de savoir si les règles étaient adaptées ou s'il fallait prévoir une évolution. Ça, c'est vrai que c'est très important. On n'y pense pas forcément quand on imagine tous ces véhicules autonomes. Justement, à propos de véhicules autonomes, ce n'est pas qu'un seul type de véhicule. On pense tout de suite, nous, à la voiture individuelle. Il y en a plein d'autres. Oui, alors déjà, il y a plusieurs types de véhicules autonomes. Le Oui, véhicule autonome juridiquement n'existe pas. C'est un véhicule à délégation de conduite, totale ou partielle. On d'accord. pourrait même faire abstraction des niveaux de délégation type SAE, pour, en tout cas pour le droit. Et ensuite, effectivement, on distingue la mobilité individuelle, le véhicule individuel et la mobilité partagée. Alors, vous pouvez nous donner des exemples de véhicules individuels, enfin de véhicules autonomes. Il y a l'individuel, mais il y en a d'autres. Ce sont qui les autres? Tout ce qui est transport à la personne, en fait. Tout ce qu'on peut imaginer, la petite navette qui faisait, les échanges entre Paris-Austerlitz et Gare de Lyon, D'accord, ça pourrait être aussi de la voiture autonome. d'accord, Les petites navettes Framboise et Litchi VDCOM ouais, qui desservent le dernier kilomètre, ça ouais, peut être de la voiture autonome. d'accord. Aujourd'hui, on a des superviseurs qui vont, conduire le véhicule depuis l'extérieur, derrière des écrans. Oui. On est déjà dans du véhicule autonome. En réalité, c'est de la délégation de conduite. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, le drone rentre dans ce cadre-là? Non, le drone, ce n'est pas un véhicule terrestre à moteur. D'accord. Donc, il ne rentre pas ni dans le cadre de la loi Badinter, ni dans le cadre de l'assurance obligatoire. D'accord. Alors, on rappelle qu'il y a à peine un an, il y a un VTC Uber sans conducteur qui renversait une femme aux États-Unis, qui décédera de la suite de ses blessures. C'était le premier accident de voiture autonome et eh bien, la justice américaine a tranché assez récemment pour dire que la responsabilité pénale d'Uber n'était pas engagée. Alors, c'est la grande question. Et c'est à ça que vous tentez de répondre dans votre livre. Qui est finalement responsable? Alors là, on va se placer dans le contexte français, parce que mon ouvrage se porte principalement sur le Sur contexte notre marché, bien sûr. français. Alors, d'un point de vue des Parce responsabilités, qu'on peut énumérer les probables responsables. oui, Le conducteur, le propriétaire, le constructeur de la voiture, l'assureur, voire même lorsque c'est une voiture de location, le le locataire. locataire. Je dirais même il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on parle de la responsabilité civile ou de la responsabilité pénale? D'un point de vue civil, on ne cherche pas de responsable, on cherche qui va être débiteur de la dette de la victime, qui va Qui, devoir indemniser la qui victime. va payer, d'accord? Et pour faire très simple, la loi Badinter ne pose pas la recherche de la responsabilité, elle pose comme condition l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation. Donc l'implication, ce n'est pas la responsabilité, c'est une notion un peu différente que je développe dans mon ouvrage. Ouais. Et ensuite, dans une autre partie, on se pose la question de qui est responsable pénalement. Et là encore, il faut faire une distinction, qui va devoir payer la contravention et qui va être responsable des éventuels homicides ou blessures qui pourraient survenir à la suite de l'accident. Donc le civil et le pénal sont bien séparés. Oui, D'accord. juridiquement, oui, ce sont deux régimes juridiques différents. Alors on avance en quelle direction en ce qui concerne le civil et ce qui concerne le pénal?
En ce qui concerne le civil, les travaux ont démontré que le régime était adapté en France, et c'est d'ailleurs, ce qu'acte la loi Pacte, puisqu'elle ne modifie pas le régime de responsabilité civile, elle introduit simplement un nouveau responsable pénal en la personne du titulaire de l'autorisation d'expérimentation. Je réponds déjà à votre question. En pénal, on va certainement avoir un peu plus d'évolution attendue pour pouvoir coller, si j'ose dire, avec la conduite automatisée. D'accord, c'est important aussi pour les chefs d'entreprise, les managers qui nous regardent, parce que, on le répète, le véhicule autonome, c'est pas simplement le véhicule individuel, c'est aussi des flottes automobiles, c'est aussi du transport, au sein de l'entreprise et donc tout ça, ça les concerne. Justement, les textes qui régissent le sujet, la réglementation européenne là-dessus, est-ce que c'est lié à la convention de Vienne? Pas du tout, Oui, heu, alors la Convention de Vienne, c'est un traité de circulation routière, mais il ouais, ne régit pas les régimes de responsabilité. Ce qu'on peut dire de la Convention de Vienne qui est important, c'est que la Convention de Vienne impose un conducteur du véhicule. Elle ne dit pas si le conducteur doit être dans le véhicule, hors du véhicule. Il faut simplement une personne physique ayant les capacités physiques et psychiques mmh, et en contrôle du véhicule. d'accord. D'accord. Mais est-ce que aujourd'hui on est loin d'être, en ce qui concerne le véhicule individuel, d'avoir un véhicule totalement autonome? On en discutait sur, ce plateau avec beaucoup de spécialistes. Je pense on le verra pas ce véhicule totalement autonome. Il n'est pas prêt d'arriver. En tout cas pour, des véhicules, communs, de transport effectivement ou de transport de personnes ou de transport de marchandises, on se dirige un peu plus vers ce type de véhicule autonome. Là-dessus, est-ce qu'on peut être assez clair pour le grand public en ce qui concerne les responsabilités? Alors, encore une fois, d'un point de vue civil, c'est pas une question de responsabilité. C'est comme aujourd'hui, c'est le mécanisme Badinter et assurance obligatoire. Et le véhicule autonome, C'est-à-dire préciser, comme s'il y a l'assurance, en cas d'accident, qu'est-ce qui se passe? en cas d'accident, l'assureur du véhicule impliqué va indemniser la victime. D'accord, Quel que soit le type du véhicule, que ce soit un véhicule classique ou d'accord, un ça ne change rien. véhicule de niveau 1 à 5, ça ne change strictement rien. D'accord, D'un point de vue pénal, aujourd'hui, la personne responsable est la personne désignée par l'infraction. Et aujourd'hui, l'infraction désigne le conducteur, le titulaire du certificat d'immatriculation, et la loi Pacte a introduit dans le cadre des expérimentations le titulaire de l'autorisation d'expérimentation pour les phases où le véhicule est en délégation de conduite. d'accord. Donc les phases dans le cas, où le véhicule est en délégation de conduite, c'est plus précisément, c'est quoi? À partir du moment où on appuie concrètement sur le bouton délégation de conduite. D'accord. Et en ce qui concerne les phases tests, parce qu'on est sur aussi des phases tests, d'essais, de voir comment ces véhicules marchent. On l'a vu aux États-Unis avec le VTC Uber qui était en phase test. C'est la même chose? C'est exactement la même chose que je vous expliquais. La loi Pacte porte uniquement sur les expérimentations. D'accord. Donc ensuite, l'étape d'après, c'est effectivement l'introduction éventuellement dans la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM. Mmh. Le projet de loi LOM va peut-être introduire de nouvelles dispositions pour prévoir un cadre un peu différent d'un point de vue pénal. Sachant qu'au civil, tout le monde est d'accord pour dire que nous avons un régime juridique adapté. D'accord, donc c'est finalement assez clair. Oui. Alors, en ce qui concerne la collecte d'informations, on le sait que ces véhicules partiellement ou totalement autonomes eh bien, ont besoin de data, d'énormément de données, de récolte de données qu'ils engrangent. À qui appartiendront finalement ces données? C'est la valeur, l'or de la data, et puis la protection des données individuelles. Est-ce qu'il y a une loi là-dessus pour nous continuer de nous protéger? Alors, la loi, c'est le règlement européen. Classiquement, hein, le RGPD que tout le monde a entendu, il s'applique aussi aux véhicules autonomes. Les données du véhicule relèvent de la catégorie données personnelles. Oui, Donc, il n'y a pas de cadre spécifique à envisager. Il va falloir appliquer le règlement européen. En revanche, sur la question de l'accès aux données, on a déjà des questions qui se posent. Et là encore, le projet de loi d'orientation des mobilités propose déjà un cadre pour déterminer si les données seront accessibles uniquement aux autorités ou aux assureurs, constructeurs et autres parties intéressées. d'accord. Donc ça, c'est effectivement très important de le souligner. Vous parliez de la législation européenne. Est-ce qu'il y a des différences de législation, vous, avec votre expertise, selon les continents, selon les pays peut-être? Est-ce que c'est différent aux États-Unis? Est-ce que c'est différent au Japon? Oui.
Je pourrais pas rentrer dans le détail Non, puisque mais je maîtrise pas bien l'ensemble sûr, bien sûr. des régimes juridiques, mais oui, il y a des différences et certains pays ont déjà, pris de l'avance sur les modifications parce qu'ils avaient justement, des lacunes. Ils n'avaient pas notre loi, Badinter pour D'accord. indemniser les victimes D'accord. notamment, Ouais, et la façon d'assurer est un peu différente de la nôtre. ouais, L'assurance obligatoire, c'est une assurance issue de d'une directive européenne, mais chez nous, c'est l'assurance du véhicule. Dans d'autres pays, ça peut être l'assurance de la personne qui conduit le véhicule. Donc il y a une toute petite différence qui fait qu'il va falloir certainement que d'autres pays fassent évoluer leur législation un peu plus rapidement que la nôtre, parce qu'elle est somme toute relativement bien adaptée, en tout cas pour les premiers niveaux de déploiement du véhicule à c'est ça. délégation de conduite. On sera peut-être donc le modèle pour certains pays Peut-être. ou continents. Les véhicules autonomes doivent être conformes aussi aux attentes de sécurité des usagers et plus largement de la société sur plusieurs plans, sur la sécurité routière bien évidemment, sur la cybersécurité, on en parlait, et la protection des données individuelles par exemple. Oui. Ça, c'est important aussi. Oui, c'est important et sur ces questions, à savoir le produit défectueux, la sécurité routière, Ouais, ouais, l'aspect cyber, on a quand même des directives européennes qui permettent d'uniformiser les régimes à travers, en tout cas dans un premier temps, l'Europe, parfois même dans le monde, puisque même si les États-Unis ne sont pas partie de la Convention de Vienne, ils participent aux discussions de modification et d'amendement à la Convention. d'accord. Là, actuellement, on prépare un petit peu l'arrivée à maturité de la technologie, de véhicules qui seront de plus en plus automatisés. On vise 2020-2025 quand même. Est-ce que, au fur et à mesure, justement, la loi va continuer à s'adapter, à travailler, à réfléchir? Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas imaginées aujourd'hui. Oui, la Comment loi ça se passe à ce oui, niveau-là? oui, oui, la loi va s'adapter au fur et à mesure, progressivement. Il faut déjà que, d'un point de vue d'acceptabilité, les usagers acceptent de payer plus cher le véhicule, puisque c'est une réalité, acceptent d'utiliser la fonction d'automatisation. Et ça pose la question de l'information, voire de la formation des usagers. Donc progressivement, les pistes d'évolution, on les a déjà un petit peu tracées et le cadre légal va s'adapter progressivement. Je dirais, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas le droit qui est un frein aux véhicules autonomes, c'est un peu plus la technique et le droit va s'adapter s'il n'a pas été déjà fait. Mais on est en discussion constante avec les constructeurs et donc on est capable de savoir à quelle vitesse on doit se régler. Bon, eh bien, vous aurez du travail pour les années à Oui, venir. Merci beaucoup. Yolande Vingiano-Viricel, je rappelle votre ouvrage Véhicule autonome. Qui est responsable? Impact de la délégation de conduite sur les régimes de responsabilité. 29 € chez Nexis. Nexis? C'est ça. LexisNexis. Merci beaucoup. Merci à Yves Guittard, la rédaction en chef, et bien sûr à la Dream Team Agora, la réalisation et à la production. À très vite pour un nouveau livre sur la mobilité. Mais en attendant, vous le savez, prenez soin de vous.